Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur France 3 Corse via HT, là pour ce nouveau numéro de Contraste consacré à l'élection présidentielle et divisé en deux parties. Et c'est la représentante d'Eva Joly en Corse qui débutera cette émission. Joëlle Tomasini, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être parmi nous. Vous êtes enseignante, professeure d'espagnol au lycée de Balagne à Île-Rousse. Vous êtes membre d'IUR d'Igours et d'Europe Écologie. Alors vous allez être interrogé durant 26 minutes par Joseph Guy Poletti du mensuel Corse. Bonsoir Joseph Guy et moi-même. Donc nous pouvons commencer immédiatement le débat. Alors nous sommes à 15 jours du scrutin. La candidate Eva Joly plafonne à 2% dans les intentions de vote. Joëlle Tomasini, où a été l'erreur? Les thèmes de campagne qui n'accrochent plus, l'écologie qui est plutôt une préoccupation de temps de cocagne et pas de temps de crise, ou alors la personnalité de la candidate? Non, la personnalité de la candidate, certainement pas. Je crois qu'elle l'a démontré lorsqu'elle est venue en Corse, lorsqu'elle nous a rendu visite. Je pense que ce qu'il est en train de se produire, c'est que peut-être les gens sont plus préoccupés par la fin du mois que par la fin du monde. C'est je pense, l'essentiel de ce soi-disant désintérêt, parce que je ne pense pas que les gens puissent se désintéresser de ça. Ils voient les hausses des prix du pétrole, donc ils savent à quoi cela correspond, les hausses des logements, la difficulté à se loger, etc. Donc je crois que les gens sont conscients, mais en même temps, il est vrai qu'on a, lorsqu'on a vécu 5 ans, on nous a dit qu'on allait parler d'écologie, on a fait un Grenelle de l'environnement, et puis petit à petit, on l'a grignoté, on l'a mangé, et on a fini par dire que l'écologie, ça commençait à bien faire. Il ne faut pas s'étonner que les thèmes écologiques aient disparu de la campagne, mais pas de la nôtre en tout cas, et pas de toutes les campagnes. Mais ça veut dire quelque part qu'elle ne répond pas aux préoccupations des gens, cette écologie alors? Si les gens sont plus préoccupés par le quotidien et la crise? Nous, les solutions que nous mettons en avant, que nous préconisons et que nous expliquons de notre mieux, ce sont des solutions pour changer réellement d'orientation face à un échec du libéralisme et du productivisme. La société telle que nous la concevons ne peut se faire que par une transition écologique et par des changements qui concerneront les énergies, bien évidemment, l'alimentation, les relations au sein de l'Europe, les relations nord-sud, voilà. Oui, mais madame, il y a quand même un problème. Il n'y a pas que la campagne et l'éventuel résultat d'Eva Joly qui prennent l'allure d'un gâchis. Ça n'a pas été mieux avec Voynet, il n'y avait pas la crise, ça n'a pas été mieux avec ma mère. En fait, le pic, ça a été en 88 avec Antoine Wechter, n'est-ce pas, puisque les écologistes, à cette époque-là, ont fait plus d'1 million de voix. Donc, pourquoi persister dans cette aventure présidentielle alors que vous ne ramassez qu'un affaiblissement de votre image ? Non, je ne pense pas qu'il s'agisse d'affaiblissement de notre image, parce qu'effectivement, Dominique Voynet avait fait le score qui a été le sien lors des dernières présidentielles, mais cela n'a pas empêché. Voix, oui, mais cela n'a pas empêché ensuite les succès électoraux qui ont été ceux de l'écologie à l'Europe. Aux européennes, oui. Oui. Mais est-ce que c'est pas justement ce résultat-là qui cache, qui en trompe l'œil? Je ne pense pas qu'on puisse. Il y a une forte abstention aussi. Il y a une forte abstention aussi. Il y a une forte abstention aux européennes, entre autres, parce que la France s'y intéresse très peu et on met de côté 60% d'abstention aux européennes, lorsque vous avez fait vous-même un score qui était aux alentours, je crois, de 4 millions de voix, si mes souvenirs, 3 millions de voix, je pense. Peut-être, peut-être. Mais je pense qu'on ne peut pas mettre de côté tout un programme et tout un programme qui prend justement un changement de société sous prétexte qu'une présidentielle, ça ne correspond pas ou est difficile pour nous. Mais là, c'est pas possible. Parce que la présidentielle, c'est aussi une façon, si je suis là aujourd'hui sur ce plateau, c'est aussi pour parler d'un programme. Et c'est ça qui est important. Juste un mot sur l'accord national que vous avez passé avec le Parti Socialiste avant l'élection présidentielle. Aujourd'hui, le score, donc, dans les sondages des Verts est très bas. Par contre, il y en a un qui crève le plafond, c'est Jean-Luc Mélenchon. Oui. Et on
entend dire, ci et là, quelques responsables socialistes qui remettraient en cause cet accord avec les Verts. Vous craignez qu'il soit remis en cause ? Non, je crois que Eva Joly l'a exprimé par ailleurs. Non, nous ne craignons pas qu'il soit remis en cause, mais de toute façon, nous défendons un programme. Il n'y a pas de problème avec le PS. Il ne vous a pas échappé aussi que ça, on l'a oublié tout de même. Enfin, du moins, les électeurs peuvent l'avoir oublié. Il y a quelques années, pas si lointaines que ça fait pas si longtemps que ça, que l'on a inversé les élections. Avant, c'était les législatives, où on posait, on se battait sur un programme pour les élections législatives qui débouchait ensuite sur une présidentielle. Maintenant, avec l'hyper-focalisation sur certains candidats et, si possible, la bipolarisation, c'est d'autant plus difficile. Et donc, cela correspond à ça. Mais la lecture... discuter avec excusez-moi, Monsieur Paulet, je vous en prie. avec le PS avant et de poser clairement des choses, tout en continuant à défendre notre programme, éventuellement même à avoir des critiques, parce qu'il faut qu'il y en ait. Nous ne nous préoccupons pas de ce qu'il peut se passer entre le PS et le Front de gauche. Nous savons ce qui a été fait, ce qui a été décidé. Et voilà, c'est tout. Oui, nous sommes très sereins par rapport à ça. Oui, mais est-ce que ça n'a pas démontré cet accord pour les législatives une image, là aussi, des écologistes un peu politiciens? On a parlé pour Cécile Duflot de parachutage à Paris, c'est d'ailleurs c'en est un. C'est d'ailleurs Bertrand Delanoë qui l'a dit, entre autres. Et on a même dit que, Paris valait bien Flamanville, comme Henri IV avait dit, Paris vaut bien une messe. Est-ce qu'il n'y a pas eu là, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de lecture à la baisse de la transparence écologiste? Je crois que si nous étions en train, dans cette campagne présidentielle, et plus tard dans la campagne législative aussi, de revenir sur notre programme, on pourrait nous faire ce reproche. Mais ce n'est pas le cas. Maintenant, nous savons avec qui nous pouvons, d'abord, nous ne pouvons pas nous entendre. Nous savons où se situent les incompatibilités politiques. Avec la droite. Voilà. Et par contre, nous savons avec qui, en poussant au maximum notre programme, nous pouvons arriver à certaines réalisations. Alors cet accord électoral n'a pas concerné la Corse, pourtant il en avait été question à un moment, on parlait de la deuxième circonscription de Corse du Sud, à Porto Vecchio, pour être précis. Vous regrettez, vous, le fait qu'une circonscription n'ait pas été réservée aux Verts? On parlait de Jean-Christophe Angelini à Porto Vecchio. Pas spécialement. Et le fait je pense que pour le moment, nous sommes dans la première étape des élections, qui est nous n'anticipons pas sur ce qui va se passer ni au niveau national ni au niveau local. Nous n'anticipons sur les législatives. Là, nous sommes dans la première phase et nous espérons que notre candidate fera beaucoup plus que les 2% dont elle est gratifiée dans les sondages, parce que c'est justement, ce sera une façon de peser davantage dans le débat et de pousser dans le sens où nous voulons pousser. Un mot, j'ai vu la signature de Jean-Christophe Angelini dans les parrainages d'Eva Joly, donc c'est un nationaliste. Comment faut-il appréhender la chose? Je ne comprends pas votre question. Il y a un rapprochement quand même entre Jean-Christophe Angelini et votre propre mouvement, le fait qu'il parraine n'est pas tout à fait innocent. Et d'autres nationalistes, des personnes qui ne le sont pas non plus. Oui, Yves Stey, là, par exemple. Yves Stey, là, je peux vous parler du maire de mon village, qui est classé comme d'hiver droite, mais qui a parrainé lui aussi Eva Joly, parce que c'est quelqu'un qui est très, très localement préoccupé par ce qui se passe et par ce qui n'a pas été fait dans son village depuis 30 ans, et que donc donner son parrainage à Eva Joly, ça... Il n'y a pas une lecture particulière, en fait. Mais il n'y a pas une lecture particulière. Je crois que le parrainage est une chose, l'appel au soutien en est une autre. Il y a quand même un rapprochement quand même entre Europe Écologie et les nationalistes en Corse, mais, puisque François Alphonse était sur la liste. Comment voulez-vous qu'il en soit autrement? L'écologie, c'est resituer l'homme dans son environnement, et dans son environnement sur
sous tous ces aspects. Donc, lorsqu'on vit sur un territoire qui est celui du Nil, lorsqu'on a une langue à défendre, lorsqu'on a des terres agricoles à défendre pour les préserver, je pense que on a des points communs. On n'a même pas à se poser la question. Et cela s'est toujours passé comme ça. Alors, on en vient à votre programme. Avant de l'aborder, une question d'actualité. Vous organisez le 8 avril prochain un grand mouvement de protestation contre les forages pétroliers en Méditerranée au large des côtes françaises. Alors, ça veut dire que si d'aventure, un jour en Corse, on découvre de pétrole, vous serez contre l'exploitation ? Nous parlons là de la Méditerranée et c'est tout près. Je crois que si on compare les cartes des forages qui sont prévus avec les cartes des derniers séismes que nous avons connus, et nous avons connu une dizaine de séismes depuis l'année dernière, de certains faits, mais je pense que celui de juillet 2011, tout le monde l'a gardé en mémoire. Moi, j'en ai encore la sensation, j'en ai pas vécu tant que ça, et je pense que ces deux cartes montrent que on s'apprête en Méditerranée, qui est une mer vraiment très fragile parce que très fermée, on s'apprête à aller forer au plus profond, parce que c'est ça, le problème aussi est là, c'est que on en est maintenant, on a passé le pic pétrolier, on est maintenant sur ce qu'on appelle le plateau avant la redescente, et on s'apprête, et ce que fait Total, c'est aller chercher, gratter le plus possible les dernières gouttes de pétrole. Donc c'est un très profond que l'on va accorder, que l'on risque d'accorder si nous ne réagissons pas, des permis d'exploitation en Méditerranée. Donc, lorsqu'on voit ce qui s'est passé, si je parle de Total, c'est par rapport à la mer du Nord, où l'on voit que Total a eu beaucoup de chance. Elle n'avait pas eu avec AZF et ni avec l'Erika, mais là, Total a beaucoup de chance, mais a quand même 6 mois. On évalue à 6 mois. Total ne sait pas où est la fuite. On ne sait pas où est la fuite. On ne sait pas comment la gérer. Et donc on sait aussi, on a tout de même l'horrible exemple de ce qui s'est passé dans le golfe du Mexique et où on a tâtonné ensuite pour essayer de trouver des solutions pour de bouts de ficelle. Parce qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. On ne peut plus avoir cette foi en la technique, en la technologie. Donc, autoriser ceci à nos portes, près de notre rivage, autoriser des forages pareils... Ça vous pose un problème parce que ça risque de présenter un danger. Mais alors, non au pétrole, non au nucléaire... C'est dommage pour le nucléaire parce que c'est la seule réussite, enfin c'est une des rares, pas la seule, je retire ce que j'ai dit. C'est une des rares réussites françaises industrielles et là aussi vous êtes contre. Mais ce que nous voudrions, c'est que la France se donne les besoins d'être performant aussi dans les énergies renouvelables. Parce que la France pourrait très bien avoir fait le choix et faire le choix maintenant de revenir aux énergies renouvelables et développer ces énergies renouvelables. C'est là aussi, c'est une industrie. On nous dit assez souvent, on nous fait la critique de « mais vous êtes contre l'industrie », mais pas du tout. Nous sommes pour les PME et les PME localement relocaliser des PME en Corse, permettre un tissu artisanat PME. Les énergies renouvelables telles que le photovoltaïque et l'éolien le permettraient. Le nucléaire ne le permet pas. Ça ne répond pas entièrement, loin de s'en faut, aux besoins énergétiques, par exemple, de la Corse. Alors, on compense avec quoi ? Je pense déjà qu'on a un panel tout à fait intéressant. On peut augmenter. On peut augmenter et pas à 100%. On a tout ce qu'il faut. Je pense qu'on a on a de la biomasse, on peut avoir du géothermique, on a de l'éolien, tant qu'on ne l'explore pas, tant qu'on n'y met pas les moyens pour le développer, on ne peut pas dire mais le nucléaire c'est un garde-fou. Non, pas seulement le nucléaire. On compense par quoi en Corse ? Le câble, par exemple ? Non. Pas non plus le câble. Je pense que pour le moment, par exemple, la position que nous avons prise par rapport aux deux centrales, Luciana et Ver Ajaccio, c'est le gaz est acceptable, mais c'est un passage, c'est pour ne pas injurier l'avenir. Je pense que vous avez le souvenir de la lutte et qui est
que nous sommes toujours en train de mener, que la société corse est en train de mener contre le fioul lourd, contre des évidences mais qu'il a fallu démontrer de l'impact des particules et l'impact des centrales au fioul lourd sur la santé des populations. Ça a été démontré. Alors là, je crois que l'État joue aussi, par rapport à la Corse, joue aussi un rôle un peu curieux, puisque nous parlons de l'énergie. On nous classe, selon les intérêts des lobbies, on nous classe métropole ou on nous classe dom-tom. Alors, on nous classerait volontiers dom-tom, par exemple, pour nous imposer le fioul lourd, les centrales au fioul lourd. Mais lorsqu'il s'agit de racheter l'énergie éolienne ou les kilowattheures, là, d'un coup, on nous a fait, alors que nous venions à peine de nous doter d'un schéma éolien, on nous a baissé le prix pour décourager. Donc je ne pense pas qu'on puisse se dire, mais vous voyez bien, ça ne marche pas, on ne peut pas. Non, pour que cela marche, on doit se donner les moyens. Mais votre défense quand même des écosystèmes sempiternels me pose quand même un problème. Si vous aviez été influent au Moyen-Âge, par exemple, il n'y aurait pas eu Venise. Venise n'aurait pas existé. Ah, c'est très joli, ça. Venise n'aurait pas existé, oui. Bah oui, les zones humides, la lagune. Voilà, oui. Ouais. Si nous avions été... On n'est pas compte. Heureusement que vous n'étiez pas présent. Vous savez, moi, je pense là, en réponse à Venise, je pense au Mexique, et je pense à Mexico. Je pense à la lagune de Tenochtitlan, qui a été petit à petit comblée, et qui fait, justement, parce que c'était une ressource hydrique, et on n'a pas... le modèle européen n'a pas préservé ce qui permettait de la survie de ces peuples indigènes. Bon, vous l'avez situé en Italie, je le situe un petit peu plus loin, c'est aussi ma tasse de thé en tant que professeur d'espagnol, mais je crois que l'Europe et l'homme européen a une responsabilité aussi dans la façon dont il exploite les peuples du Sud. Et je crois que ça, nous l'avons, nous... Pardon, excusez-moi. Nous l'avons en tête et nous devons y penser. Alors, vous préconisez la transition écologique. Mais alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent « mais l'écologie, finalement, ça coûte cher ». Dans votre programme, vous-même, Eva Joly, l'estime à peu près 500 milliards d'euros sur une dizaine d'années. C'est 2,5% du PIB. Donc, l'écologie, c'est toujours plus de taxes, toujours plus de dépenses, qu'elles soient collectives ou individuelles. Qu'est-ce que vous leur répondez ? En ces temps de crise, surtout. En ces temps de crise, oui, mais toujours des taxes qui doivent être redistribuées aussi. Et Eva Joly en a parlé, je me souviens, lorsqu'elle est venue, de chèques verts pour les plus fragiles, pour les populations les plus vulnérables. Donc je crois que c'est plus que des taxes qui vont s'ajouter à d'autres taxes, il s'agit d'une redistribution et d'une justice sociale. Des mesures aussi concernant le logement ça vont dans ce sens justement d'aider une population vulnérable. Je crois qu'en décembre 2010, l'INSEE a publié un document sur les personnes vulnérables en Corse, l'INSEE Corse. Et les chiffres sont réellement accablants. Dans ce document sur la pauvreté et la vulnérabilité des personnes en Corse. Donc, tout ce que nous mettons en avant, tout notre programme va dans ce sens, que l'homme puisse vivre dans un bien-être localement. Et le fait de prôner la décroissance, est-ce que vous pensez que ça va dans ce sens-là ? Vous dénoncez la course à la croissance. Oui. Dans la situation actuelle, encore, je me répète, est-ce que vous pensez que ce discours peut avoir une écoute ? Vous y ajoutez les 32 heures. Hein. Oui, nous y ajoutons les 32 heures pour travailler moins, pour travailler tous aussi, travailler mieux. Ça n'a pas marché avec les 35 heures, ça. Hein. Mais ça n'a pas marché parce qu'on est revenu dessus, mais est-ce que le travailler plus pour gagner plus a marché ? Non, je n'ai jamais dit ça. Je ne crois pas. Donc, je pense qu'au contraire... Et votre défiance à l'égard de la croissance, la question de Jean-Luc ? Ce n'est pas une défiance à l'égard de la croissance. Oui, c'est un autre modèle qui analyse l'actualité, qui sait que l'énergie fossile s'épuise et qu'il va falloir faire sans l'énergie fossile, qui sait qu'on ne peut pas continuer à aller piller les ressources de la planète
parce que nous serons bientôt, nous serons en 2050, nous serons 9 milliards d'êtres humains sur la planète. Est-ce que nous pouvons nous permettre encore de croître pour que les mêmes et lorsque je parle des mêmes, je parle bien évidemment de ceux qui maîtrisent la finance, je parle des évasions fiscales, je parle des 600 milliards qui sont dans les paradis fiscaux, 600 milliards français, ça vient d'être publié par un de vos collègues, Antoine Peillon. Je crois que tout ça, il faut vraiment, lorsque nous parlons de république exemplaire, je pense qu'il faut l'entendre au sens de rétablir réellement ce que Montesquieu pouvait appeler dans l'esprit des lois la vertu au sens grec. Hein. Savoir ce que l'on fait, être exemplaire, lutter contre la finance, l'évasion fiscale. Là, je crois qu'on se donnerait les moyens vraiment de redistribuer. Alors, on en revient à la Corse. Les associations contestent souvent avec succès d'ailleurs les PLU, les plans locaux d'urbanisme. On avait fait annuler un certain nombre. Vous demandez un nouveau PADUC, il va être en cours, il a commencé, il est en cours d'élaboration. Est-ce que vous allez participer à ce nouveau PADUC, à ces travaux ? Est-ce que nous allons participer à ce nouveau PADUC ? On nous demande notre avis, évidemment, mais notre avis, on le connaît. Le nouveau PADUC, c'est dans le respect de la loi littorale, c'est en évitant de faire n'importe quoi dans les divers PLU, parce que le problème, ça a été ça. Si tous ces PLU ont été finalement annulés, c'est qu'ils étaient à la base illégaux, avec le pompon au PLU de Porto Vecchio. Oui, alors vous êtes en revanche résolument européen, Oui. Ça fait partie de votre ADN, comme dit Jean Vitus, dans une expression fort heureuse. Mais l'Europe, c'est aussi la libre circulation. Comment vous mettez en rapport la libre circulation et l'instauration d'un éventuel statut résident en Corse ? Je ne pense pas que cela pose de problème lorsqu'on... oui, il y a la libre circulation, et ça, nous y tenons beaucoup, hein, mais en même temps, nous sommes dans le cadre du fédéralisme. Ce que l'Europe que nous voulons, qui nous convient, c'est une Europe fédérale. C'est une Europe des peuples, c'est une Europe des régions. En quoi ça justifie la notion de résident ? Mais en même temps, nous avons un territoire qui est tout à fait particulier. Nous avons, si nous prenons par exemple dans le problème du logement, un taux de logement de maisons secondaires qui est effrayant, qui est à beaucoup plus élevé que celui de la moyenne nationale. Donc nous savons que nous avons en Corse ce problème. Nous avons des problèmes de spéculation foncière, nous avons Donc la libre circulation a ses limites, de alors. promotion. Non, mais c'est pas ça. Je ne comprends pas pourquoi vous le reliez à la libre circulation. Les gens peuvent venir s'installer ou pas ? Des individus. Oui. Bien sûr. Mais vous savez, on n'est pas obligé non plus d'accéder immédiatement à une propriété lorsqu'on vient s'installer. Il faut aussi, et nous le proposons, avoir des loyers accessibles aux Corses et à ceux qui désirent venir vivre et travailler en Corse. Et donc, lorsque nous proposons de maîtriser les loyers, d'éventuellement les encadrer, de faire en sorte que les prix ne s'envolent pas, parce que à quoi assistons-nous en ce moment ? Nous assistons, si je prends le cas de la Balagne, parce que j'y travaille, un jeune couple de Balanins, même travaillant, deux personnes qui travaillent, n'arrivent plus à se loger dans des villes comme Île-aux-Rousses et comme Calvi. Alors, il nous reste à peine 1 minute 40 d'émission. Une dernière question, un dernier mot sur cette élection. Quelle est la première mesure que vous souhaiteriez que prenne le nouveau président de la République ? Déjà, respecter ce qui est promis pour le moment de fermer Fessenheim. Là, je parle au niveau français parce que je crois que le nucléaire, c'est un sujet important et 60 000 personnes dans la vallée du Rhône qui l'ont prouvé. Nous avons soutenu, il y avait des Corses aussi dans la vallée du Rhône. C'est important. Et
je ne pense pas qu'il faille... j'aime pas trop ce genre de questionnaire et je n'y réponds jamais en principe. J'aime pas privilégier une chose à l'autre. Mais je vous ai parlé quand même de... Je vous pose une question annexe, très très vite, oui. Est-ce qu'on n'assiste pas avec la campagne d'Eva Joly à la fin de l'écologie politique? J'ai bien dit l'écologie politique. Non, pas du tout. Pas du tout. Et je pense que l'écologie politique est nécessaire et le sera de plus en plus pour réveiller les consciences et aller dans le bon sens. Joëlle Tomasini, merci d'avoir participé à cette émission et d'avoir répondu à toutes nos questions. Joseph Guy, merci à vous également. Nous nous retrouvons tout de suite après ce jingle pour parler d'un nouvel invité. À tout de suite. Alors vous l'avez constaté, depuis 3 semaines, nous divisions cette émission Contraste en 2 parties, ce qui nous a permis de recevoir tous les candidats à cette élection présidentielle ou alors leurs représentants. Un seul manquait à la peine, c'est Jacques Cheminade, qui n'est jamais venu dans l'île, qui n'y a aucun représentant, ce qui rendait bien évidemment un entretien très difficile avec lui. Mais comme nous devons nous tenir aux recommandations du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, et donc à une égalité parfaite entre tous les candidats, nous vous proposons maintenant une série de sujets consacrés à ce candidat Jacques Cheminade. Sur le pied, hein? D'accord, ne bougez pas encore. Vous me dites quand je peux y aller? Contraste est maintenant terminé. Nous nous retrouverons très prochainement sur France 3 Corse-Vie HT là pour une nouvelle émission consacrée à l'élection présidentielle. En attendant, vous pouvez tout de même nous retrouver sur notre site internet France 3 Corse-Vie HT ainsi que celui du mensuel Corsica. Voilà, bonne soirée à tous et à presto.